Maintenant, nous allons accueillir Monsieur Philippe Bourrion, qui est procureur adjoint au tribunal judiciaire de Bobigny, en charge du contentieux de la responsabilité médicale. Voilà, merci. Je me démasque. Mettez-vous à ma place. Et d'abord, merci, Monsieur le Président, messieurs, de m'accueillir dans un lieu prestigieux, devant un public si prestigieux. Mais mettez-vous à ma place, d'intervenir après tous les intervenants qui étaient là avant moi. Et je vais vous paraître fade, inintéressant, mais je vais essayer de recentrer sur mon sujet, qui est beaucoup moins flamboyant et pétillant, mais qui est la responsabilité pénale liée au matériel et aux technologies utilisées par le chirurgien. Lorsque j'ai accepté cette mission avec un de mes interlocuteurs, je l'avais dit, oui, sans approfondir, parce que j'aime bien approfondir, mais une fois l'approfondissement fait, je me suis rendu compte d'abord qu'il y avait très peu de jurisprudence sur le sujet et très peu d'actions judiciaires au pénal. Je vais vous parler du pénal, d'une part, et que d'autre part, la situation était extrêmement complexe parce que votre situation est complexe. En ouvrant cette séance, on a parlé de pluridisciplinarité, et tout le problème, c'est la pluridisciplinarité. D'ailleurs, tous les intervenants qui ont pris la parole avant moi ont parlé de l'aspect technique, électricité, etc., entretien, que sais-je, informatique, et puis les infections nosocomiales. Et lorsqu'on apprend qu'un germe qui est intervenu 20 ans plus tôt peut avoir encore des conséquences sur... Tout a été dit, c'est-à-dire c'est le problème de la causalité. Vous savez tous que votre responsabilité dans tous les secteurs, c'est une faute, un dommage, mais un lien de causalité entre les deux. Ce lien de causalité peut être extrêmement multiple, extrêmement difficile à mettre au jour, et une fois mis au jour, encore faut-il lui donner une traduction juridique, soit civile, soit pénale, soit administrative, qui soit susceptible de dire le droit. Donc, pour mémoire, je vous rappelle, mais vous le savez, que la responsabilité civile vise à indemniser, c'est essentiellement ça sa mission, la personne, le patient, mais pas seulement le patient, dans tous les domaines. Et la responsabilité pénale, j'en suis désolé, vise à réprimer un comportement qui est prévu par la loi. Nous parlerons avec moi essentiellement de la responsabilité pénale, mais je vais essayer d'effectuer un petit zoom pour vous amener de la responsabilité civile vers la responsabilité pénale. Le droit de la responsabilité médicale non pénale a beaucoup évolué au XXe siècle en France, et les textes et la jurisprudence, je vous épargnerai la période où c'était une responsabilité purement contractuelle, a changé, et désormais c'est une responsabilité pour faute. C'est dans le code de la santé publique, vous y avez accès très librement sur le site Légifrance, et le législateur a eu la précaution d'utiliser une phrase extrêmement restrictive et négative: vous êtes responsable, vous n'êtes responsable qu'en cas de faute. Ce qui n'est pas la même chose qu'être responsable en cas de faute. Vous n'êtes responsable qu'en cas de faute, ce qui écarte tout à fait tous les autres cas où vous n'êtes pas fautif. Vous êtes concerné, impliqué, vous étiez dans le coin, mais vous n'êtes pas fautif. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est une faute. Alors sur ce seul sujet, il nous faudrait, et je les livre aux organisateurs, une petite journée. Et non pas que ce soit compliqué, c'est touffu, on n'est pas dans l'abstraction, mais c'est extrêmement touffu avec des sous-cas de figure, etc. Je ne vais pas l'envisager aujourd'hui. Mais ce serait une petite journée sur la faute du point de vue pénal, évidemment. Du point de vue civil, plutôt qu'une journée, il en faudrait deux, si les assureurs sont d'accord avec moi. Et si nous envisageons l'aspect administratif pour l'établissement, la faute de service, la faute individuelle, rajoutons une belle journée. Bon, allez, nous voilà partis pour une semaine, rapidement. Donc, je vais essayer d'aller vite, surtout que sur les cas de figure concrets, tout a été dit avant moi, et je remercie les intervenants précédents de l'avoir dit et si bien dit.
vous encourez également les chirurgiens, comme tous les médecins, mais comme tous les automobilistes, comme tous les restaurateurs, comme moi lorsque je vais sortir en renversant je ne sais quel bébé qui est par terre, nous encourons tous une responsabilité pénale si nous sommes fautifs. En pratique, la responsabilité pénale des chirurgiens est gérée par plusieurs textes. En particulier, je vous donnerai le cas le plus extrême, celui de l'homicide involontaire. C'est exactement la même chose dans le cas de blessure involontaire. La distinction, je m'éloigne déjà de ce que j'avais prévu, la distinction à faire, c'est lorsque le dommage sur les blessures entraîne une ITT supérieure à 3 mois ou inférieure à 3 mois. Ça n'est pas le même tribunal qui jugera, mais ce seront les mêmes principes qui seront mis en œuvre. Je vous lis ce texte et je vous lis l'article 221-6 du Code pénal, que vous trouverez facilement, je vous le disais, sur Internet et le site Légifrance, que le fait de causer dans des conditions et selon... Exceptionnellement, je vais essayer de voir clair. Le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues, etc., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, c'est déjà le règlement un sujet en ce qui vous concerne, de causer la mort d'autrui constitue un homicide involontaire. D'accord ? Ça, c'est la loi. Elle se réfère également à l'article 121-3. Selon la distinction de l'article 121-3, que vous dit l'article 121-3, il est encore plus important pour vous, puisque il parle de délit de mise en danger, ça c'est une autre question, mais de vous préciser dans son dernier alinéa, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, puisqu'on parle de pluridisciplinarité, il y a autour de vous, puisque vous êtes des chefs d'orchestre, des chefs d'équipe, je ne sais pas comment vous préférez, vous êtes des chirurgiens tout simplement, et il y a autour de vous un certain nombre de personnes. Les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi, le législateur est rarement plus clair que ça, hein, s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée, chaque mot a un sens, délibéré, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, pas un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Vous voyez donc que l'accumulation de tous ces critères fait que la responsabilité pénale d'un chirurgien est rarement, pour ne pas dire rarissimement engagée, à la différence des autres types de responsabilités qui ne sont pas des responsabilités mécaniques, loin s'en faut, et simples, mais qui n'arrivent pas à ce degré d'acuité et de degré d'analyse, puisque, je vous l'ai dit, mais chaque mot a une résonance particulière. Et lorsqu'on parle d'une violation manifestement délibérée, ce qui n'est pas une violation délibérée, violation d'une obligation particulière de prudence, pas une obligation de prudence. À chaque fois, on demande à la personne, il est reproché éventuellement au chirurgien ou à la personne qui est autour de lui d'avoir, avec toute cette redondance d'adverbes, eu un comportement en gros particulièrement léger. On est dans le cas de la négligence forcenée, de l'imprudence extrêmement lourde, et ça n'est pas le geste technique imparfait, ça n'est pas l'utilisation immodérée de tel ou tel viatique. Non, c'est quelque chose d'extrême. On n'est pas dans l'intention. On est toujours dans une infraction non intentionnelle, dans une faute non intentionnelle, mais on est dans une légèreté particulière. Cette faute, donc, je le disais, regroupe la maladresse, l'imprudence, la négligence et le manquement. Dans la maladresse, je vous citerai, mais tout ça est très connu dans les jurisprudences, la perforation, ça vous parlera peut-être mieux concrètement,
Et je suis ravi d'avoir appris d'ailleurs que a priori mes critères ASA, si j'ai bien compris, étaient supposés de bonne qualité, parce que cet après-midi, je suis ravi d'être en bonne santé. La faute de maladresse, c'est la perforation du cardia de la patiente au décours d'une intervention consistant à la pose d'un anneau gastrique. Alors oui, je reçois d'ailleurs beaucoup de plaintes sur les problèmes d'investigation abdominale. Je ne sais pas si c'est le terme exact que vous utilisez. L'imprudence, bon, ça on comprend. La négligence, le fait pour le chirurgien de ne pas se faire assister. Alors ça, c'est une jurisprudence ancienne. Évidemment, je vous le cite pour mémoire et pour que vous mesuriez bien d'où vous venez. Le fait pour le chirurgien de ne pas se faire assister par un anesthésiste qualifié ou mauvaise utilisation par un chirurgien inexpérimenté d'une canule dans le cadre d'une liposuction. Il y a beaucoup de jurisprudence en matière de liposuction. Enfin, beaucoup, il y en a plus. Et quant au manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement dont je parlais un peu plus longuement précédemment, on trouve ici une particularité médicale puisqu'on se réfère à la loi ou le règlement. Et règlement, au sens large, vous êtes entouré, j'allais dire cerné, c'était péjoratif, vous êtes entouré de normes. J'ai noté évidemment le code de déontologie médicale, mais vous le connaissez par cœur de A à Z. Mais le code de la santé publique, vous ne le connaissez pas de A à Z parce que lorsqu'on l'a relié, il y a de quoi prendre 6 mois pour envisager la lecture. La Pléiade à côté, c'est assez bref. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, mais aussi les recommandations des conférences de consensus ou encore les standards, options et recommandations en cancérologie et surtout, l'état actuel des connaissances en la matière, quelque chose que vous connaissez bien, que vous entendez aussi bien au civil qu'au pénal. Et là, ce sont les experts chirurgiens et les experts médecins au sens large qui vont éclairer le juge, puisqu'on parlait de l'éduquer tout à l'heure. En effet, sans l'éduquer, d'ailleurs, je ne suis pas venu vous éduquer, j'en ai ni le temps, ni le privilège, ni quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il vaut mieux pour le juge être éclairé par des experts qui sont particulièrement pointus sur les publications récentes, sur les divergences d'opinion qu'il peut y avoir, en tout cas sur les normes lorsqu'elles sont relativement figées et qu'elles sont reconnues de tous. Donc, cet aspect loi et règlement implique également la connaissance de tous ces éléments. L'article 121.3 du Code pénal, je vous l'ai dit tout à l'heure, demande que l'on tienne compte de la nature de la mission, des compétences et des moyens dont disposait la personne, c'est-à-dire le chirurgien en ce qui nous concerne. La mission, la nature de sa mission, c'est clair. Ses compétences, on admettra que c'est clair. Ses moyens, c'est là qu'il peut y avoir des difficultés, et surtout, ces moyens, parmi les moyens, il y a l'intervention de tiers. On l'a, l'expert ingénieur que vous a particulièrement développé tout à l'heure, les moyens qui sont autour de vous et qui ne sont pas de nature médicale. Les moyens informatiques qui vous ont été développés ne sont pas de nature médicale. Et Streptococcus aureus, qui fait son entrée dans la salle d'opération, est entré éventuellement par des objets, si j'ai bien compris, qui n'ont rien à voir avec la pursuite chirurgicale, ne serait-ce que par les personnes qui sont rentrées dans la salle d'opération. Ces moyens dont vous disposez ont pu être corrompus par un tiers de bonne foi. Voilà une personne qui, et ça a été exposé tout à l'heure, qui a utilisé son téléphone personnel, qui l'injecte dans le matériel informatique via son ordinateur professionnel. C'est une causalité plurielle, aussi bien au plan civil, mais les civilistes verront. En ce qui concerne les pénalistes, c'est une pluralité plurielle avec un lien de causalité indirect, extrêmement complexe. Et la matière pénale, je vous l'ai dit tout à l'heure en insistant, et pas uniquement pour essayer de capter votre attention, mais parce que c'est fondamental, sur les adverbes de particulière gravité, particulière, etc., de délibéré, d'un manquement manifestement délibéré. Est-ce que c'est délibéré d'avoir eu son téléphone compromis à l'extérieur? Bien sûr que non.
Mais est-ce que le manquement délibéré, c'est d'avoir branché ensuite ce téléphone qui aurait pu éventuellement être compromis sur le système informatique du service? Vous voyez que le lien de causalité entre mon dommage, qui lui étant ce qui ne pose pas trop de difficultés pour aujourd'hui, et la faute éventuelle, ce lien de causalité peut être extrêmement compliqué à mettre au jour puisque vous êtes les chefs d'orchestre. Ce lien de causalité est décortiqué pour l'auteur indirect en partie par le législateur et commenté par la jurisprudence. L'auteur indirect, donc je me suis écarté, vous l'avez vu, conformément à mon sujet du chirurgien, pour aller plus dans ces moyens techniques qu'il utilise et ces technologies. L'auteur indirect, c'est la personne qui n'a pas causé directement le dommage, ça va de soi, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation ou qui n'a pas pris les mesures qui auraient permis de l'éviter. C'est donc une faute d'une certaine gravité qui, de proche en proche, s'est communiquée et a fini par corroder tout le système. Ça peut concerner les médecins entre eux aussi. Exemple d'une jurisprudence. Une patiente est hospitalisée afin de subir une colectomie en vue de laquelle le médecin anesthésiste lui a implanté un cathéter central. La patiente décède 4 jours plus tard d'un arrêt cardiaque découlant d'un épanchement pleural compressif dû à un mauvais positionnement du cathéter. La difficulté commence. Le médecin radiologue qui avait effectué une radiographie de contrôle après l'intervention a été condamné pour faute caractérisée dès lors qu'il avait omis une omission, je vous le disais tout à l'heure, action ou omission, d'informer le médecin anesthésiste du mauvais positionnement du cathéter que lui avait décelé et qui avait provoqué le décès de la patiente. Ce sont un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de 2013, on n'est pas au Moyen-Âge. Donc voilà 2 spécialités de la médecine qui s'affrontent et l'une n'a pas informé l'autre. Et vous avez une pluralité de causalité entre l'un et l'autre. Est-ce qu'on a omis de manière manifestement délibérée? Il a été, je vous l'ai dit, condamné, ce radiologue, pour avoir provoqué indirectement le décès de la patiente. Dans le même sens, soyez certains qu'un défaut d'entretien de matériel ou de mise à niveau ou de dépannage, mais ça a été parfaitement dit auparavant, donc je censure cette partie, exonérera le chirurgien de toute responsabilité dès lors qu'il ignorait la situation. Encore faut-il qu'il ignore la situation. Dans ce qui nous était dit tout à l'heure sur les fils, les tuyaux qui étaient usés, qui étaient mal en point, qui étaient mal entretenus, si le chirurgien a un raisonnement raccourci en voyant cela et se dit « autorisez-moi à caricaturer, tant pis, on y va, on essaye, que sais-je ». Alors, je ne le crois pas possible en réalité, mais imaginons, évidemment, il a une connaissance aiguë de la situation et pourtant, de manière manifestement délibérée, il va continuer. Mais ça, c'est ce qui est visible et qui saute aux yeux, parce que la responsabilité pénale, en général, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Et dès que ça ne saute pas aux yeux, on glisse sur éventuellement une faute civile ou sur rien du tout. Ou sur rien du tout. Il faut que ça saute aux yeux. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les audiences pénales sont ouvertes au public, parce que les révolutionnaires, sont dans un secteur un petit peu géographique, un petit peu concerné, considérer que le fond de la salle d'une audience correctionnelle devait comprendre la situation et donc devait approuver la condamnation pénale. Alors sur la résurgence de je ne sais plus comment il s'appelle, Aureus, 20 ans après, je ne suis pas sûr que tout le Staphylococcus aureus, je ne suis pas sûr que le fond de la salle comprenne précisément ce que les experts ont vulgarisé pour le juge. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand même, les manquements doivent sauter aux yeux, sinon nous ne sommes pas en matière pénale.
avant de vous donner un dernier arrêt qui sera un peu moins négatif, et parce qu'après tout, c'est un petit peu négatif de vous dire, selon le degré de connaissance qu'a le chirurgien des manquements de l'équipe d'entretien, aussi bien au plan approvisionnement électrique, ventilation, que sais-je, selon son degré de connaissance des manquements des tiers, il peut être attiré dans une responsabilité pénale s'il dit « tant pis, on le fait quand même ». Ah. C'est là que la responsabilité pénale peut être mise en jeu. La responsabilité civile, encore une fois, c'est une toute autre question. Voilà une hypothèse qui est toute fraîche. Où des parents, alors je quitte la chirurgie, je quitte la chirurgie, mais les principes sont les mêmes. Voilà un couple de parents qui ont un jeune enfant de 6-7 ans, 5-6 ans, qui a des problèmes hivernaux, respiratoires, etc., qui, voit un médecin généraliste, qui donne un traitement, qui leur dit, toujours pareil, le médecin consigne ce qu'il a dit. Revenez si dans quelques jours ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas. On revient, on tombe sur un autre médecin, puisque c'est un samedi, il y a un remplacement. On continue le même traitement, assez basique, et puis on va dans un hôpital, aux urgences pédiatriques. Il y a le même traitement continu, parce que cliniquement, à ce moment-là, je dis bien cliniquement, rien n'est décelé. Il y a quelques autres explorations, mais rien n'est décelé. 2 jours après, cet enfant va un peu plus mal, on va dans un autre hôpital. Une méningite. Mais on ne dit pas au 2e hôpital, à l'hôpital B, on ne lui dit pas qu'on a consulté à l'hôpital A. Ouais, ouais. À l'enregistrement des coordonnées du dossier administratif, il y a une petite erreur sur le numéro de téléphone de cette famille. Et ce sera fondamental. On est peu ou prou dans un ordinateur. Est-ce que c'est l'ordinateur qui, ou c'est une faute de frappe? Je ne sais pas. Il y aura un certain nombre d'investigations, et notamment plus approfondies en imagerie. Rien d'extravagant et de calamiteux n'est décelé. Cette famille rentre chez elle avec un nouveau traitement. Et puis, elle est sortie de l'hôpital B depuis quelques heures, et le chef de service reprend l'imagerie que l'interne avait vue et dit « Ah non, c'est pas bon du tout, l'angle, l'incidence n'est pas bonne, et on n'est pas bon du tout, il faut rappeler cette famille, et en plus c'est urgent. » On essaye de rappeler cette famille, rien n'y fera, puisqu'on n'a pas le bon numéro. On essaye dans l'annuaire toute la rue, tout le quartier, par le nom de famille, etc. Tout est balayé, rien n'y fera. Cet enfant est retourné chez lui, et son état s'aggrave. Il retourne à l'hôpital A, auquel il ne dit toujours pas qu'il est allé à l'hôpital B, parce que là, tout était simple. Et décès de l'enfant avec réalisation de ce que l'hôpital B, par son imagerie rectifiée, avait décelé, et décès, évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure, par les intervenants d'assurance, par l'intervenant américain, délai, évidemment, délai au service des urgences. Vous le savez, mais les familles ne l'admettent pas. Je reçois des plaintes là-dessus chaque semaine, n'admettent pas que lorsqu'on arrive aux urgences, remarquez moi non plus, hein, mais quand on arrive aux urgences, c'est pas le tour d'arrivée, c'est évidemment le tour de gravité qui s'impose. Cet enfant ne pourra pas être sauvé. Donc, il a été dénombré à peu près une douzaine, si ce n'est une quinzaine de médecins qui étaient autour de cet enfant avec les 2 hôpitaux, plus tout le personnel, avec un problème de numéro de téléphone qui a été mal imprimé ou mal noté. C'est une avalanche. Alors, sur la pluralité de causes que j'évoquais tout à l'heure, la causalité indirecte, mais qui doit être d'un certain niveau. Après tout, en soi, est-ce que c'est une faute d'un certain niveau que d'avoir mal noté, le numéro de téléphone? Est-ce qu'elle doit masquer la faute de celui qui a mal lu d'abord
la radio, en tout cas avec une incidente, etc., ou scanner ou je ne sais quoi, enfin une imagerie assez sophistiquée, avec en effet plusieurs. Alors, le parquet dans cette affaire, que je connais bien, très bien, a requis qu'il n'y ait pas de suite, que ce soit un non-lieu au pénal. Parce que qui érigeait à un niveau de faute suffisant pour là où il y a à la fois méconnaissance que l'hôpital A travaille et que l'hôpital B travaille, je vous laisse imaginer tout ce qui est autour du médecin, le dernier qui intervient et qui va être, je ne dis pas l'auteur, qui va être le témoin du dommage final, tout ce qui est autour de lui, qui est intervenu dans cette affaire, c'est extrêmement complexe et ça ne saute pas aux yeux. Si ça ne saute pas aux yeux, ça n'est pas du pénal. C'est ce que je vous disais précédemment. Je vous ai promis un arrêt de cette espèce, me semble-t-il, est de nature à... Vous pourrez me poser des questions dessus. Je vous ai promis un arrêt, il est de la Cour de Douai, qu'on appelle de Douai de 2009. Aucune faute caractérisée, ce qui n'est pas aucune faute. Je vous rappelle, et vous le savez, que le Conseil de l'ordre des médecins est caché dans le bois, etc., etc., etc. Aucune faute caractérisée n'a été retenue contre un médecin poursuivi pour homicide involontaire, le décès étant dû à une embolie gazeuse causée par une erreur de montage d'un appareil utilisé lors de l'opération, dès lors que les vérifications de l'appareil incombaient au personnel technique de l'établissement. Et il est vrai que le chirurgien, comme tel ou tel autre spécialiste ou tel autre médecin, n'est pas forcément en termes d'entretien mécanique ou de vérification mécanique, n'est pas peut-être, sans vous outrager, le mieux placé de la Terre. J'en ai terminé. Je m'excuse d'avoir dû être un petit peu resserré. Merci. Et si vous avez des questions, oui, évidemment. Oui. Merci. Première question, peut-être. Je peux me permettre de poser une question qui est comment auriez-vous traité de la responsabilité, éventuellement pénale, du cas signalé par le docteur Tissot concernant le chirurgien au shaver dont elle nous a parlé, c'est-à-dire qui était rempli de piocyanique, rincé dans du piocyanique et qui était donc à l'origine manifestement de dégâts probablement très importants. C'est difficile. Non, la réponse m'est assez aisée, mais là, c'est pour vous la communiquer qu'il y a une difficulté. Non, mais manifestement, on est tout à fait en dehors des pratiques à peu près normées de la profession, et même des professions concernées. On est probablement à un niveau... faute pénale. Alors, c'est probablement un niveau d'altitude de la faute qui est celle à laquelle vous pensez. Merci beaucoup. Bernard Launois. Un micro. Oui, micro. Ah, Attendez, il y en a un là. oui. Ah, merci. Non, c'est bon. Non, je voulais juste dire un mot sur l'infectiologie parce que en orthopédie, je suis pas orthopédiste, mais il y a quand même beaucoup de prothèses de hanche, prothèses de genoux. C'est une cause de mortalité non négligeable lorsqu'il y a un problème infectieux. Sûr. Et il me paraît évident qu'il faut que les services d'orthopédie soient parfaitement équipés, notamment en flux laminaire. Il y a même maintenant des centres spécialisés pour reprendre des prothèses qui ont déjà eu un problème infectieux. Ça me paraît des problèmes très importants. Bien sûr. Alors, ça a été dit tout à l'heure, d'autant plus que les patients et les familles des patients sont extrêmement exigeants. Et un des membres de l'assistante a souligné tout à l'heure, ou peut-être un chirurgien qui est intervenu via Internet, évidemment, c'est l'effet historiquement d'un certain nombre de responsabilités sans faute qui préexistent. On a parlé de la responsabilité d'une faute, le devoir de solidarité nationale dans les infections justement nosocomiales, etc., a fait que les gens ont pensé que la responsabilité médicale était une question mécanique.
et qu'on débloquait mécaniquement une indemnisation, quelle que soit l'origine de l'indemnisation, privée ou publique. Deuxièmement, les réseaux sociaux où il y a des partages d'informations, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Je le dis parce que lorsque nous recevons des plaintes, il y a des gens qui font des copies d'écran de ce qu'ils ont pu lire sur Internet, comme cas relatés par X, Y ou Z, non pas de pièces de dossier, mais des cas relatés et qui voient matière à étayer leur demande. Troisièmement, vous avez aussi une désacralisation du métier, indiscutablement. Vous étiez détenteur d'un savoir hors de portée de l'humanité générale. Vous êtes maintenant des prestataires de services et un certain nombre de patients se considèrent comme des consommateurs et ils consomment une prestation contractuelle. Eux sont revenus à l'hypothèse contractuelle d'avant 1936 en matière civile et vous demande en tout cas au parquet d'engager la responsabilité pénale parce que lorsqu'ils écrivent au parquet, ils demandent des poursuites pénales et la plupart de ce point de vue-là sont à peu près clairs sur la distinction pénale-civile, surtout que la première question qu'il aurait ensuite posée dans l'enquête, c'est avez-vous engagé une procédure administrative au NIAM ou une procédure tierce, quelle qu'elle soit, avez-vous engagé un contentieux civil sur la matière, et souvent il y a les deux. C'est-à-dire qu'à la fois il y a un contentieux indemnitaire qui a été développé, et puis en même temps on demande de la répression. Alors là encore, il s'agit d'une frange que je ne peux pas vous la quantifier. C'est une frange minime de la patientèle, mais qui n'est pas inexistante, loin s'en faut. Et ce qui serait intéressant, ce serait d'analyser l'accroissement de cette tendance-là et surtout les causes. Jean-Pierre Rosenbaum, une question à vous poser. Monsieur le procureur, ici. Oui, monsieur le procureur, merci. Donc j'ai une petite remarque et une question. Alors la première remarque se réfère au premier exposé qui parlait justement de l'éducation des juges. Alors c'était pas par rapport naturellement au jugement, mais c'était plus par si j'ai bien compris, par l'importance des indemnisations aux personnes, aux victimes, qui faisaient augmenter les primes et les coûts. Et la deuxième, et là une question par rapport à l'erreur de numéro de téléphone. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la personne qui a commis cette erreur ou de la personne qui emploie justement la secrétaire qui a fait une erreur de numérotation? Vous avez au plan pénal plusieurs plaques tectoniques qui se heurtent. Si elle fait une erreur de numéro de téléphone, mais que ce numéro de téléphone en réalité ne sert à rien parce qu'on a fait une analyse de l'imagerie qui est tout de suite performante, rien ne vient. Est-ce qu'en soi, l'erreur de téléphone a causé la mort? Non. Est-ce qu'elle a contribué à une situation tellement opaque que plus personne ne s'y retrouvé? Mais je rajoute qu'il y a 2 hôpitaux qui, sans le savoir, interviennent avec des équipes, etc. Mais non, il a été estimé que cette seule erreur-là ne permet, cette erreur, si vous la considérez isolément par rapport à la personne qui a tapé le numéro, ne permet pas d'aller au pénal avec ça. Hein, et ne pas aller au pénal, c'est pas être irresponsable. Mais une dernière intervention. Pénal, il y a de la répression. Une dernière intervention de Philippe Ozimour. Monsieur Ozimour, si vous voulez. Oui, monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Nous sommes assureurs de médecins et pour l'instant, nous avons été préservés de sinistres dits sériels liés éventuellement à un défaut d'information sur les risques de certains dispositifs médicaux ou médicaments. Est-ce que vous pensez que la dernière décision qui concerne Dépakine, où le laboratoire est en partie mis en cause par rapport à cette information sur les risques, une décision qui est plus grave que celle notamment de Servier sur le Mediator, peut amener une aggravation de la responsabilité du médecin sur l'information des risques liés à un médicament ou un dispositif? Semble. Vous posez une belle question. Question difficile. Hein. Et je ne sais pas si vous la posez ingénument ou si vous feignez l'ingénuité. Ce serait surprenant. Ou si vous êtes tout simplement d'une neutralité qui vous honore. Prenez cette dernière option, je vous en prie. Non, vous avez
une particulière acuité sur toute la matière qui nous occupe aujourd'hui. Donc, vous comprenez bien dans quel sens, un petit peu ironique, je vous le dis. Si vous voulez me dire, c'est un sujet que le hasard fait que je connais bien et n'ayant pas toujours été à Bobigny, ayant été très peu à Bobigny dans ma carrière. Si vous voulez me faire dire que on doit distinguer entre le défaut d'information sur un aspect que j'appellerais secondaire du médicament ou la recherche de l'aspect secondaire du médicament. Si c'est la recherche, je parle en général, là, je ne parle pas des substances phénfluoramine que vous avez citées ou autres. S'il s'agit d'une recherche d'un effet secondaire du médicament indésirable, si je suis un malade répertorié normé, mais qui peut être désirable si j'ai besoin de tel service de la part de ce médicament, oui, l'aspect pénal pointe son nez. Mais c'est l'aspect pénal chez qui? Chez le médecin prescripteur, qui est le seul à avoir recherché cet effet secondaire par rapport à son patient, ou est-ce que c'est quelque chose in abstracto? L'affaire est très compliquée. Mais c'est vrai que le pénal se rapproche. In abstracto ou bien du laboratoire producteur du médicament. Oui, mais si un laboratoire met sur le marché tel produit et qui doit vous lutter contre la calvitie. Je suis dans l'imaginaire, mais chacun transposera dans la réalité. Et qu'il dit dans les effets secondaires, attention, ou indésirable, cette molécule risque de vous donner des yeux bleus, je parle pour moi, et que je vais chez mon médecin et que je lui demande ce médicament anti-calvitie, parce que moi, ce que je cherche, c'est les yeux bleus. Le laboratoire, dans mon exemple caricatural, a parfaitement rempli son office en m'informant sur le risque d'avoir des yeux bleus. Et moi, si j'ai envie d'avoir des yeux bleus, j'aurai des yeux bleus. Enfin, c'est ce que j'espère. Alors, mon exemple est caricatural, mais il n'est pas complètement surréaliste. Hein. Alors, vous savez qu'il y a des effets secondaires sur ceci ou cela, tel produit. Prenez le cas des sportifs, telle molécule et voilà. Ouais, moi, je trouve que j'ai pratiqué beaucoup de sport dans telle discipline. Les gens prenaient telle goutte dans le nez, tout à fait innocemment d'ailleurs, les sportifs, parce que l'éphédrine qu'il y avait dedans à l'époque donnait des performances sportives. Depuis, ça n'est plus autorisé. Voilà. Mais celui qui avait mis sur le marché ces gouttes nasales n'avait pas prévu que les sportifs non enrhumés utilisent ces gouttes nasales pour des performances sportives. Merci, monsieur le procureur. Je crois qu'il est temps de vous remercier et de passer la parole à notre ami le professeur Gangebach pour quelques mots de conclusion. C'est un rôle extrêmement simple. C'est pour remercier les orateurs qui nous ont enchantés et enrichis. Vous tous ici présents, par vos questions, ont enrichi cette réunion. Vous savez, la chirurgie, à l'époque, il n'y avait pas d'autre solution. On ne parlait que des gens sauvés par la chirurgie. Les gens sauvés par la chirurgie. Je me rappelle très bien, dans les années 60, pardonnez-moi d'aller si loin, quelqu'un qui était opéré d'une valve cardiaque, on disait qu'il est sauvé par la chirurgie. Personne ne nous a jamais parlé de mortalité, de l'infection, de ceci et de cela. Mais la chirurgie est victime de son succès. Plus ça s'améliore, plus les exigences vis-à-vis de la chirurgie augmentent. Voilà. Et étant donné que la chirurgie va continuer à faire des progrès, les exigences vont continuer à augmenter. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on demande aux législateurs de nous faire des lois claires. Ça, c'est vraiment, c'est une demande et c'est une faveur, vous voyez, que ça soit clair, pour qu'on sache ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire, législateur.
Ce qui revient également à nos infectiologues, de nous apprendre comment faut-il faire, de ne pas se retrouver devant un malade avec ceci et cela. Vous savez, quand vous faites une sténotomie, nous également, c'est pas l'orthopédie, mais on est dans l'os. Si vous faites ça avec prélèvement des deux artères mammaires, vous avez 5% de ce qu'on appelle pudiquement retard de cicatrisation avec quelques microbes là-dedans. Vous faites le même chirurgien, un remplacement valvulaire aortique chez un homme qui a des poils sous sa poitrine. Le risque est de 2%. Le même chirurgien, dans le même bloc opératoire, au lieu que ça soit une valve chez l'homme, il le fait chez la femme. C'est de 1%. Et c'est le même chirurgien, dans le même bloc opératoire, au lieu de faire un adulte, il fait un enfant, le risque à 0,5%. Alors, vous voyez la variété qui est devant nous. Il faut qu'on tienne compte de tous ces éléments-là. En fin de compte, il y a les statistiques d'un côté, les cas les uns après les autres. Donc, nous n'avons pas fini. On peut se donner rendez-vous dans quelques années. On parlera encore et encore des risques de la chirurgie, les moyens de les prévenir, les responsabilités des uns et des autres. Il est très tard. Je vous souhaite une bonne soirée.